Bonjour à tous et à toutes. Alors, vous êtes déjà 36 de connectés. Est-ce que vous nous entendez bien? Si vous m'entendez bien déjà, si quelqu'un peut l'indiquer dans le chat, super, merci. Merci beaucoup. Top. Alors, du coup, pour me présenter très rapidement, de mon côté, donc je suis pas le speaker, c'est Pierre qui est avec nous, bien sûr. De mon Bonjour. côté, je suis Joachim Di Stefano, donc de l'équipe Community, chez Malte, qui est en charge justement de l'animation et de l'accompagnement de notre communauté freelance. C'est Pierre Medina, coach agile senior, et notamment aussi partenaire chez Reactive, qui va ensuite vous en dire un peu plus sur lui, qui nous fait l'honneur d'animer cette Malte Academy avec le sujet la fameuse transformation agile à l'échelle et les patterns des erreurs à ne pas commettre. Peut-être, alors juste le temps que tout le monde se connecte, peut-être une introduction rapide sur Malte pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Nous sommes une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. On a la chance de collaborer aujourd'hui avec la plus grande communauté de freelance en Europe, plus de 300 000 et plus de 40 000 clients qui travaillent avec nous. Donc, si vous êtes freelance et pas encore sur Malte, vous pouvez trouver des opportunités chez nous en créant un profil en bénéficiant d'un certain nombre de services ainsi que de différents partenariats et événements. Vous retrouverez toutes ces infos sur malte.fr. Par rapport à la Malte Academy, on en propose, vous avez tout de disponible sur notre site malte-academy.com. Elle sera disponible ensuite en replay dans quelques jours. Vous avez toutes les infos. Je vais maintenant laisser la parole à Pierre. N'hésitez pas, donc si vous avez des questions, a priori, il prendra plutôt les questions vers la fin. Je le laisse vous expliquer tout Très ça. bien. Et très bonne Malte Academy, du coup, à tous. Bonjour. Merci et bienvenue à tous. Merci d'être venu à cette présentation. Tout d'abord, merci à Malte pour l'invitation et donc pour cet espace d'échange avec la communauté des freelances et des coachs avec qui on pourra je vais faire la présentation pendant une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Et à la fin, on pourra donc échanger. Vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez. Donc voilà, merci à Joachim et à Malte Academy pour l'invitation. Donc je suis Pierre Medina. Je suis coach agilité à l'échelle, enfin, coach agile et agilité à l'échelle, et partenaire chez Reactive. J'ai 20 ans d'expérience, dont une bonne quinzaine en tant que freelance. Donc voilà, jusqu'à il n'y a pas longtemps, puisque depuis quelques semaines, je viens de rentrer chez Reactive, pour partir sur de nouveaux challenges. L'expérience que je vais vous partager ce soir, ce midi, va venir avant tout de mon parcours, de mon expérience propre, des choses que j'ai pu voir lors de mes nombreuses entre guillemets missions. Donc, en 20 ans, je suis passé par la plupart des rôles, que ce soit développeur, architecte, chef de projet, directeur de projet. Donc, j'ai pu piloter des projets, des programmes jusqu'à 50 personnes. J'en ai deux, trois comme ça dans mon expérience. Professeur d'école d'élèves ingénieurs d'informatique. J'ai fait du coaching, de l'audit. Voilà, il y a un éventail assez large en fait d'expérience. Depuis 5-6 ans, je me suis fortement spécialisé dans l'agilité à l'échelle. J'ai mis en place mon premier train agile en 2017. 2017 chez EDF, après 2018 pendant une bonne année chez AXA, BPCE, enfin voilà, donc plusieurs missions comme ça. Et depuis 2017, je travaille sur l'agilité à l'échelle, on continue. Donc je viens donc d'intégrer récemment Reactive, donc en 2-3 mots, donc pour vous présenter rapidement Reactive. Donc Reactive est une agence parisienne de consulting fortement spécialisée dans l'agilité, l'innovation et l'excellence technique. Nous essayons d'avoir,
nous sommes assez sélectifs au niveau du recrutement des consultants. Donc voilà, on essaie vraiment d'avoir les meilleurs sur ces items-là, sur ces sujets-là. Et voilà. Et en ce moment, bien entendu, nous recrutons. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à me contacter à la fin. Donc, nous pourrons en discuter. Voilà. Donc, trois offres centrales. Hein, donc, et on n'est vraiment pas généraliste. Donc, on va rester vraiment sur ces trois offres d'innovation, d'agilité et d'excellence technique. Toutes les situations que je vais vous présenter pendant donc, la prochaine demi-heure sont inspirées de situations réelles. Donc, quelquefois, je pense que je pourrais être politiquement incorrect, entre guillemets, puisque bon, je serais obligé de mettre les pieds dans le plat pour mettre en évidence certaines situations qui, quelquefois, peuvent arranger les clients, mais que nous, en tant que coach, on ne devrait pas accepter parce que forcément, bah, on arrive comme c'est des anti-patterns, on va forcément aller vers des échecs ou des choses qui ne fonctionnent pas parfaitement. Donc voilà, je vais essayer donc de mettre en exergue donc, toutes ces situations. Donc la première partie, c'est très rapidement, pour ceux qui ne savent pas donc, pourquoi on utilise l'agilité, donc pourquoi est-ce qu'on travaille pourquoi on met en place de l'agilité à l'échelle. Donc la première chose, c'est que bon, dans les années de 2000 à 2010, donc, il y avait donc beaucoup de grands programmes de refonte des systèmes d'information qui faisaient donc une migration, donc des programmes qui faisaient des migrations euh, des, euh, des DSI en legacy, en gros système, vers des, euh, des DSI plutôt architecturés aux nouvelles technologies. Donc c'était souvent des très grands projets qui pouvaient durer 1, 2, 3 ans en waterfall. Et on avait donc tout un ensemble de problématiques qui apparaissaient et qui faisaient que ça ne fonctionnait pas parfaitement. Donc vers les années 2005, 2006, 2007, l'agilité a commencé à se mettre en place de plus en plus. Donc l'agilité, donc les bienfaits qu'on obtient grâce à l'agilité, bah, c'est qu'on va délivrer rapidement de la valeur. Donc la valeur va arriver en continu. L'effet tunnel induit par le cycle en V ou en waterfall bah, va fortement diminuer grâce aux pratiques où on va travailler sur des cadences et sur des sprints courts. Grâce à ces pratiques, on va avoir donc des diminutions fortes des risques financiers et on va avoir donc aussi des parties prenantes dans les programmes, dans les projets, qui vont pouvoir être plus adaptables, hein, qui vont pouvoir donc se réajuster plus facilement. Donc c'était sorte d'instrument magique qui apparaissait dans ces grands programmes. Hein. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, donc on avait des, euh, des programmes qui, quelquefois, pouvaient durer 3, 4 ans facilement. Hein. Donc, par exemple, j'ai participé à la fusion entre l'ex-ANP et l'ex-UNEDIC. C'était donc, bon, le Pôle emploi donc, en 2008-2009 jusqu'en 2012-13. Et bon voilà, c'était un grand programme avec des plannings qui s'étiraient sur plusieurs années. Et donc avec un effet tunnel, et puis le fait que bon bah, on a découvert enfin, en tout cas les stakeholders ou les clients ne découvraient ce qu'ils ont commandé que bah, au dernier moment, et donc il y avait quand même une notion de risque assez importante. Donc l'agilité nous a permis d'avancer d'un pas au niveau de la qualité de ce qui pouvait être délivré. Alors, à partir de là, le constat, c'est si l'agilité fonctionne bien, donc pourquoi ne pas faire donc si l'agilité fonctionne bien sur des petites équipes, pourquoi ne pas faire de l'agilité sur des programmes beaucoup plus importants? Et donc, à partir de ce constat, bah, on commence à faire fonctionner 2, 3 équipes ensemble, ça fonctionne encore parfaitement. Et puis, progressivement, on essaie d'aller donc sur des choses un peu plus costauds, donc des programmes avec 50, 60 personnes qui doivent travailler ensemble. Et
au bout d'un moment, en fait, on arrive à un effet de seuil où ça, ça ne marche plus aussi bien que dans les configurations plus petites. Et ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que le nombre de dépendances va croître de manière exponentielle par rapport donc, au nombre de squads ou d'équipes qui vont devoir interagir. Et au bout d'un moment, il y a quand même une certaine entropie, un certain désordre qui fait que les outils, juste les outils et les pratiques mises en place avec, par exemple, l'agilité Scrum ne suffisent plus. Donc ça, c'est vraiment le constat sur lequel on était dans les années 2009-2010, où on se posait la question, oui, mais est-ce que l'agilité fonctionne ou pas, puisque on a quand même, quand on essaye de le faire intervenir dans des configurations plus importantes, on n'arrive plus à avoir les résultats. Et donc, les constats qui ont été faits ont amené donc à la création, à l'apparition de frameworks d'agilité à l'échelle, dont le but, c'est vraiment de faire travailler un nombre assez important d'équipes agiles ensemble. Donc, ces frameworks donc il y a eu une myriade de frameworks qui sont apparus. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. Donc vous avez du Scale Agile Framework, donc du SAFe, et donc c'est sur celui-ci qu'on va se concentrer aujourd'hui. Et je vous dirai donc pourquoi juste après. Du Nexus, du LESS. Donc le LESS, par exemple, au début, c'était un des frameworks préférés surtout des coachs qui le trouvaient très prometteur. Mais voilà, après, le marché, avec les années, a fait plutôt le choix d'adopter Safe pour diverses raisons, hein, dont on ne pourra pas échanger aujourd'hui. Mais voilà, ça pourrait être éventuellement un sujet futur d'échange autour de la mise en place et de l'adoption ces frameworks. Donc après, vous avez du Spotify, etc. Pourquoi on va prendre Safe plutôt qu'un autre? Bon, aujourd'hui, pourquoi est-ce on va faire un zoom sur Safe et donc ou pas Less ou d'autres frameworks. Donc là, en fait, je vous ai mis un graphique qui montre en fait l'utilisation de. Je vous enverrai le document donc après parce que c'est vrai que comme les chiffres, enfin, comme c'est écrit en assez petit, mais je vais vous le commenter. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que jusqu'aux années 2015, il y avait donc toute une myriade de frameworks, hein, donc, qui étaient plus ou moins qui étaient nouveaux et donc qui étaient utilisés plus ou moins pareil, donc avec une petite dizaine de pourcentages d'entreprises qui les utilisaient. Et en fait, comme il n'y avait pas de standard, ce qui était le plus utilisé, c'était le Scrum de Scrum, simple de Scrum. Donc, vous aviez 5 équipes, vous mettiez par-dessus un Scrum de Scrum et puis vous synchronisiez à travers ça. Et progressivement, en fait, vous avez plusieurs frameworks donc à l'échelle qui sont apparus en 2011, 2012, 2013, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on a progressivement Safe qui s'est installé. Donc, vous voyez en fait que tout ce qui est LESS, Rage, Spotify, ils ont tendance en fait à baisser en termes d'utilisation au niveau des grandes entreprises. Ces différents frameworks en fait sont pertinents sur de grands projets, des grands programmes, hein. Donc, si vous voulez mettre en place juste un petit projet de 20 personnes, ce serait se faire beaucoup de mal que d'essayer de mettre en place ces frameworks parce qu'il y a comme une certaine complexité à les mettre en place et à embarquer donc toute la population dans l'entreprise, à les former, etc. Donc, vous ne mettez en place ce genre de dispositif que si vous êtes dans les bonnes dispositions, si vous avez les bons marqueurs qui vous disent que vous avez besoin donc, de ce genre de framework. Et donc avec le temps, Safe s'est imposé en fait dans pratiquement toutes les grandes banques, les industries ou d'autres secteurs dans lesquels vous avez donc des projets conséquents. Et donc la pratique par défaut a tendance à s'écrouler, donc le Scrum de Scrum. Mais par contre, le Scrum de Scrum fait partie de Safe, hein. Dans Safe, on va avoir du Scrum de Scrum parmi d'autres outils pour répondre à la problématique donc quand on va scaler donc une organisation.
agile, donc on va en avoir besoin. Et progressivement, en fait, d'année en année, on voit que on est passé à 29% en 2018, à 30% en 2019, et là on était à 37% en 2021. Donc voilà, c'est en train de s'installer comme étant un standard. Donc en ce moment, donc, vous avez pu voir en fait toute l'actualité. Enfin, dès qu'on parle d'agilité à l'échelle, c'est souvent de Safe dont on parle. Donc première chose, pourquoi Safe? Parce que c'est le standard qui s'impose au niveau du marché. Donc Safe, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les promesses qu'on a donc derrière Safe? Donc première chose, qu'est-ce que c'est que Safe? Donc c'est cette big picture que vous devez avoir déjà vue, hein, avec une certaine. Ça a l'air complexe de prime abord. Donc, mais voilà, quand on va rentrer dans les détails, on va voir que bah, chacune des icônes, chacune des fonctions, chacun des process est au bon endroit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est complexe parce que une DSI est complexe. Une DSI, il faut faire de l'idéation, faut discuter entre des acteurs de cultures différentes ou de connaissances différentes. Il y a des process d'implémentation, il y a des process d'intégration continue, de qualité, des indicateurs à suivre. Vous allez avoir des process de testing, vous allez avoir de l'automatisation, de la budgétisation, de la planification avec du réajustement par rapport à ce qui se passe réellement en production. Donc tout ça, c'est un ensemble de problématiques. Donc on pourrait très bien dire oui, c'est compliqué, etc. Mais en réalité, ça représente juste la vraie complexité de notre métier. Enfin, on n'est pas dans un monde de bisounours, on fait de l'IT et on fait de l'ingénierie. Donc, il y a une complexité due à nos expertises diverses. Et cette complexité, forcément, si vous essayez de la modéliser, elle va apparaître forcément si vous essayez de décrire de manière exhaustive comment on doit fonctionner. Après, ce framework peut être aussi pris comme une boîte à outils, donc qui va vous proposer un certain nombre de choses. Donc les choses qui vont être proposées dans le framework, ça va être des rôles. Donc en reprenant donc les rôles principalement de Scrum, euh, mais en venant rajouter donc quelques rôles supplémentaires. Par exemple, vous allez avoir les Scrum Masters, les Product Owners, les systèmes architectes, le RTE qui est un nouveau rôle mais qui est vraiment très très important pour la mise en place et la fiabilisation donc d'un train agile, le product manager, le business owner, etc. Vous avez donc tout un ensemble de rôles qui sont mis en place. Des rituels, donc le PI planning, hein, que je pense que la plupart d'entre vous connaissent, les scrum de Scrum dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qui était le process par défaut qu'on utilisait auparavant pour gérer ce genre de ce genre de grands projets, mais qui n'est pas suffisant. Donc, on va venir compléter avec des PO-Sync, de l'iteration planning, des daily stand-up, etc. Enfin, il y a toute une myriade. J'ai pas mis tous les rituels, c'est vraiment des exemples qu'on va avoir, qu'on voit ici. Les impacts, si vous mettez en place Safe et que ça fonctionne correctement, ça pourrait très bien ne pas fonctionner. Et justement, c'est le but donc, de la présentation d'aujourd'hui. Donc, dans quel cas de figure ça ne fonctionne pas et éventuellement ce qu'on pourrait faire. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Mais si le framework est correctement déployé et fonctionne correctement, il permet donc d'aligner les équipes sur une vision, de planifier ensemble à travers un PI planning, d'exécuter ensemble en cadence, de synchroniser ensemble à intervalles réguliers, d'être dans une dynamique d'amélioration continue, de synchroniser la stratégie de l'entreprise avec l'opérationnel. Ça, c'est très important, hein, parce que dans le monde d'avant, vous aviez des plans à 5 ans de l'entreprise et puis tous les ans, vous aviez un budget qui descendait. Ce budget, il y avait une planification sur 6 mois, sur un an. Et puis, une fois que vous lanciez donc, dans l'exécution, on était dans une sorte d'effet tunnel. Et en fait, la stratégie de l'entreprise n'était remise à jour que à des points de rendez-vous assez distants. Et donc là, on va avoir à travers, par exemple, le Lean Portfolio Management,
des mécanismes qui vont permettre d'avoir une agilité d'entreprise, pas seulement une agilité au niveau des équipes, mais l'entreprise a une stratégie et une vision. Cette vision va descendre au niveau opérationnel, va être planifiée, va être exécutée, et tout de suite, quand on va faire les reviews, on va faire les démos et qu'on va arriver à certains constats et conclusions, ces constats pourront être remontés vers les tâches stratégiques de l'entreprise, et l'entreprise peut éventuellement réajuster sa stratégie ou redescendre d'autres instructions à l'étage opérationnel. Voilà. Et donc, l'outil nous permet de faire ça. Voilà, et donc synchroniser la stratégie, connecter la stratégie d'entreprise avec les opérationnels des équipes. OK. Donc la stratégie, la transformation, donc comment va se passer la transformation de l'agilité à l'échelle. Donc les prérequis pour mettre en place donc ce type de transformation, la première chose qu'on doit avoir, c'est que si on fait une transformation, on doit avoir un objectif clair. Et, euh, et la réussite ou l'échec d'une transformation va beaucoup dépendre de cet objectif. Pourquoi est-ce qu'on se transforme? Est-ce qu'on se transforme parce que c'est le buzzword et qu'on a entendu que tout le monde est en train de faire du safe, ce serait cool qu'on en fasse nous aussi? C'est par exemple une mauvaise raison, ou parce que nos process sont arrivés à leur limite, on a besoin d'aller plus vite, on a besoin de diminuer le time to market, on a besoin de diminuer l'effet tunnel, on a besoin d'augmenter l'efficacité de l'échange entre le métier et, euh, et les équipes de développement. Donc voilà, il faut poser dans un premier temps l'objectif du pourquoi des transformations. Très important aussi, si vous voulez que votre transformation se passe bien, il faut faire attention à avoir un SPC expérimenté. Pas juste quelqu'un pas juste un coach en fait qui est coach d'autre chose et qui du jour au lendemain découvre qu'il y a une formation Safe SPC, donc qui va dans cette formation et qui revient donc avec sa certification. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, InDSI, c'est complexe. Le safe, il y a une complexité aussi enfin une complexité entre guillemets, parce qu'en fait, ça va correspondre en fait à cette complexité du monde réel. Et donc, il faut des gens expérimentés, il faut des gens qui ont de la bouteille, qui ont fait du projet, qui ont l'idée des programmes, qui savent exactement en fait les tenants et aboutissants par rapport à toute la chaîne et tout le pipeline de delivery en fait de l'entreprise. Celui qui va avoir le rôle d'SPC, il doit comprendre aussi bien qu'est-ce que c'est que faire de l'idéation, quels sont les rôles qui sont impliqués, quelles sont les méthodologies qu'on doit utiliser. Quand on est en développement, quelles sont les différentes pratiques à mettre en place, qu'est-ce que c'est que l'intégration continue, pourquoi il faut automatiser les tests unitaires ou les tests fonctionnels. Enfin, il faut qu'on puisse donner du sens à tout ce qu'on va faire. Donc, il faut que et il faut surtout que les personnes qui vont être impactées par cette transformation puissent trouver des réponses et du sens à ce qu'on fait. Donc, il faut donc pour cela que votre SPC ne soit pas juste quelqu'un qui vient de se former pendant 4 jours, donc, mais qui a vraiment une vraie expérience. Un plan de communication, parce qu'en fait, vous ne pouvez transformer votre entreprise qu'avec les collaborateurs. Donc, si le plan de transformation n'implique que le top management et puis le middle management et puis des coachs, les gens vont se laisser traîner entre guillemets, et on a besoin en fait d'activer l'intelligence collective quand on travaille donc déjà dans l'agilité simple. Donc on a une responsabilité partagée entre tous les acteurs qui sont dans une équipe, et là d'autant plus hein, donc quand on va être 50, 100 ou une centaine de personnes dans un train,
on cherche en fait à embarquer tous les acteurs pour que ce soit un travail collectif qui soit fait. Donc, si vous faites une transformation sans plan de communication, il y a beaucoup de chances que votre transformation ne fonctionne pas complètement. Une écoute de tous les pain points. Donc ça, c'est le travail des SPC et des coachs d'aller chercher quels sont les problèmes dont les équipes souffrent. La roadmap doit être arbitrée, claire et partagée. Plan de formation et d'accompagnement, très important ce point, parce que en fait, très souvent, euh, les entreprises cherchent à faire l'économie des plans de formation. Oh, c'est pas grave, on va pas former tout le monde, formons juste les managers. Bon, comme ça, les managers, ils expliqueront aux autres. Ou sinon, ils sont un peu magnanimes. Oui, bah, allez, on va sortir un petit budget. Formons les PO ou formons les Scrum Masters. Alors qu'en fait, ce qu'on veut, c'est enabler l'intelligence collective. Donc, les premiers visés par les formations, c'est l'ensemble des acteurs. Donc, c'est l'ensemble des équipes qui vont s'engager, qui vont s'aligner, s'engager, planifier ensemble et dérouler. Donc, c'est cela sur lequel il faut mettre l'effort de formation. Enfin, d'une manière globale, c'est tout le monde. Mais je veux dire, on fait souvent les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on va plutôt former les gens par importance, entre guillemets, hiérarchique ou de mission perçue. Donc, on va plutôt se concentrer sur certains rôles. Et c'est une grosse erreur. Donc, et c'est quelque chose que finalement, en fait, le prix sera payé d'une façon ou d'une autre parce que à partir du moment où vous vous engagez dans une transformation de ce type, vous ne pourrez pas en sortir facilement, hein. C'est-à-dire que une fois que vous êtes lancé, ça va prendre 6 mois, un an, etc. Donc, si vous partez mal et que vous ne formez pas les gens, au bout d'un an, il va y avoir donc beaucoup de tensions. Enfin, ça ne marchera pas, beaucoup de tensions. Les gens ne comprendront pas bien qui fait quoi, quand, pourquoi, avec quel process. Et au final, c'est souvent ce qui se passe. On est obligé de faire, au bout de 6 mois, on est obligé de faire un point d'arrêt pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas complètement. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il y a un nouvel SPC qui va arriver et qui va venir mettre en place ses formations, etc. Et c'est à partir de là, en fait, où on repart sur une nouvelle dynamique où on inclut, on est plus inclusif par rapport aux gens. Mais le plan de formation, il est crucial. Bien entendu du sponsorship et un dispositif d'accompagnement dédié, donc avec le SPC bien entendu, mais il faut identifier en fait des acteurs clés dans un LACE par exemple, des acteurs clés avec euh, du management, aussi des acteurs RH par exemple qui vont être là puisqu'en fait vous allez aussi transformer la manière de travailler des gens, leurs titres, les objectifs qu'on va leur donner du point de vue management et RH vont être impactés. Donc, c'est aussi important d'avoir un dispositif de transformation qui soit pertinent. La transformation se passe en 3 temps. Donc, vous avez un état initial. Donc, cet état initial, vous êtes en waterfall. C'est important avant de vouloir se lancer à faire de l'agilité. La première erreur, c'est de se dire, bah, l'agilité, c'est bien. Bon, lançons-nous. Non. La première erreur, donc, ce serait donc de ne pas se donner les pourquoi de cette transformation. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les raisons que je vous ai énoncées. Donc, première chose, faire un état des lieux de le waterfall qui est en place, quels sont les problèmes qu'on rencontre et donc qu'est-ce qu'on aimerait améliorer. À partir de là, donc, on va venir mettre en place des équipes agiles. Donc, la transformation agile, bon, je ne vais pas vous la faire, elle a une certaine complexité. Je la simplifie de beaucoup, même si, en gros, quand on va mettre en place une organisation d'agilité à l'échelle avec une centaine de personnes, on va commencer d'abord par s'intéresser aux équipes. Donc, la brique de base, donc les différentes squads, on va venir les agiliser. Donc, l'agilisation des équipes, hein, donc Safe définit une équipe agile cross-fonctionnelle comme mettons une équipe de 9 personnes. Enfin, Scrum 17 personnes plus ou moins 2. Safe monte un petit peu le nombre, donc c'est 9 personnes plus ou moins 2. Donc en gros,
une petite dizaine de personnes, grand maximum, donc dans une équipe agile. Et donc, vous allez mettre en place les rôles, enfin former les gens, mettre en place les rôles, mettre en place les rituels, accompagner. Donc, en gros, cette phase va durer à peu près 2-3 mois si elle est bien menée. Après, elle peut durer 1 an, 2 ans si elle est mal exécutée ou si il n'y a pas de sponsorship ou s'il n'y a pas réellement la volonté d'y aller. Vous pouvez essayer de mettre en place de l'agilité et puis en réalité, vous n'en tirerez jamais pas grand-chose. Vous serez toujours entre le waterfall et l'agile. Mais si on fait bien les choses, en à peu près 3 mois, une équipe euh, devient agile, comprend bien les valeurs, les principes, euh, les interactions, les rituels. Et voilà, ça commence à bien fonctionner. Et à partir de là, donc, on va venir venir mettre en place la couche par-dessus, donc la couche, ce qu'on appelle la couche programme dans les trains safe. Et, euh, et dans un troisième temps, donc là, j'en parle pas, mais dans un troisième temps, on peut venir poser par-dessus euh, la- les aspects plutôt portfolio. L'aspect portfolio, on peut le faire soit en amont, soit en aval. Là, je me concentre vraiment sur la transformation d'un dispositif de programme. Donc, c'est vrai que c'est des problématiques que je mets de côté, mais voilà, qui peuvent être traitées soit en amont, soit en aval. Donc là, on se concentre vraiment sur la mise en place d'un train. Un train, c'est de 50 à une centaine de personnes qui, qui doivent travailler ensemble euh, pour délivrer, donc pour alimenter donc une chaîne de valeur. Et la durée de la mise en place de ce dispositif va aller donc de 9 mois, 1 an. Enfin, moi, c'est mon expérience personnelle, hein, donc dans ce que j'ai pu mettre en place. Quand ça se passe extrêmement bien, qu'on a le dispositif qu'il faut, qu'on a la budgétisation qu'il faut, qu'on a les management qui est au bon niveau de sponsorship, c'est-à-dire que le management doit être présent, mais ne doit pas être contrôlant, enfin, ne doit pas faire avoir un certain nombre doit pas tomber dans un certain nombre d'anti-patterns. On est dans la meilleure configuration possible. On peut le faire en 9 mois. Sinon, après, bon, bah voilà, si ça se passe mal parce qu'il y a certaines choses qui sont mal faites, bah, vous pouvez ne jamais atteindre la mise en place réelle du train avec les bienfaits attendus de ce genre de dispositif. Donc, le scénario habituel de lancement d'une transfo, donc, dans un premier temps, donc, bah, la hiérarchie décide de lancer sa transformation. On a un périmètre élargi pour un premier déploiement. On fait venir des experts, souvent experts externes, si c'est les premières transfos, bien entendu. Au bout d'un moment, si vous avez fait 1 ou 2 transfos, bon, bah, l'entreprise aura les compétences pour elle-même déployer de nouveaux trains. Et la plupart du temps, ce que je constate dans la plupart des trains dans la plupart des échanges que je peux avoir avec des entreprises qui ont déployé euh, des trains, mais qui n'ont pas été correctement accompagnés avec, donc justement, comme je vous disais tout à l'heure, avec tous les prérequis que je vous ai donnés en amont, hein, qui n'ont pas été complètement accompagnés, qu'il n'y a pas un SP, ou c'était juste un coach qui était là, et puis on lui a dit, ah, il y a le mot agile dans agilité à l'échelle, donc tu vas pouvoir nous aider à mettre en place un train. Et puis, ben voilà, il va se faire former, il revient, et puis et il est SPC, il va mettre en place ce train. Et là, en fait, c'est un constat. Enfin, c'est un extrait d'un cahier des charges pour un audit qu'un client m'avait transmis il y a quelques mois. Et donc, le constat, c'est que de son point de vue, le cadre méthodologique était en place, pratiques comprises, etc. Mais que bah, il y avait tout un ensemble de problématiques qui faisaient que ça marchait pas complètement. Donc, il y avait des tensions entre les équipes, des problèmes de compréhension entre euh, de rôles, de process, etc. Il y avait de la réunionnite, des difficultés opérationnelles diverses, donc des retards, des défauts sur le produit, des baisses de productivité, baisses de motivation. Donc, toutes ces problématiques-là, si vous êtes dans un train et que vous reconnaissez, si vous vous reconnaissez dans ce qui est rédigé ici, c'est que sûrement euh,
vous pouvez peut-être avoir un défaut dans le déroulé de la mise en place de votre transformation. Alors, ce qui est intéressant de savoir, hein, c'est dans, dans Safe, donc là je vous ai pris l'extrait de la formation, donc cette image vient de la formation des RTE, et en fait on explique, et donc c'est une des raisons qui fait que qu'on reste dans l'état qui est présenté ici. On explique au fait que en fait, c'est en utilisant l'échelle de Tuckman. Donc Tuckman est un sociologue qui a théorisé en fait les, euh, les, euh, les différentes étapes par lesquelles passait une équipe qui se constituait. C'est-à-dire que vous aviez donc un ensemble d'individus qui étaient indépendants. Vous les mettez ensemble parce qu'ils doivent accomplir une tâche en commun. Et en fait, ce que dit Tuckman dans ses études, c'est que quel que soit le métier pour lequel vous allez travailler, les équipes passent toujours par quatre grandes étapes. Même une équipe de football ou une équipe à la NASA qui se constitue. En fait, on va passer par la première, par quatre, enfin pas quatre, il y en a cinq, mais la cinquième, je ne vous l'ai pas mis, elle n'est pas intéressante dans notre contexte. La première, c'est l'équipe, c'est la naissance du groupe, et les gens s'observent, donc on a plutôt des individus les uns à côté des autres. Et donc dans cette première phase, on est très en attente des instructions, du management, qu'est-ce qu'on fait, comment on interagit, etc. Dans un deuxième temps, donc, du coup, on a comme une équipe, peut-être de 50 personnes, mais en réalité, vous avez de l'entropie. Vous avez 50 individus indépendants. Dans un deuxième temps, les équipes commencent à se constituer, donc on commence un petit peu à s'identifier, à comprendre où on veut aller. Mais par contre, les process ne sont pas en place. On ne sait pas exactement quelle est sa place, comment on interagit et avec qui, quand, comment, quelle est ma responsabilité, celle des autres. Dans cette phase, on est dans une phase de turbulence, de critique, de confrontation, de tension, de lutte de pouvoir. En fait, quand vous regardez le descriptif de ce qui m'a été transmis par mon client, j'ai changé un petit peu pour pas que ce soit reconnu. Mais ce constat, je le retrouve dans beaucoup d'entreprises chez qui j'interviens pour donc j'interviens donc justement en tant que RTE, en tant qu'SPC. En fait, le descriptif qu'ils en font là, c'est le descriptif du storming. Donc ça veut dire une chose, c'est que même si ça fait 1 an et demi que votre train est lancé, vous êtes resté dans Storming. Et après, vous passez dans le norming, ça veut dire que tout le monde sait. Donc, on a les méthodes en place, on a les outils en place, les process, les agendas, on sait quel est notre rôle, où on est, etc. Et une fois qu'on arrive là-dedans, après, on rentre dans le performing, c'est-à-dire qu'on agit comme un collectif, comme un super organisme, un petit peu comme une sorte de fourmilière où chacun sait exactement ce qu'il a à faire tout en gardant son individualité. Chacun contribue à un projet plus global. Donc, et chacun sait que bon, voilà, il est Scrum Master, il sait quel est son rôle, il sait avec qui il interagit, et le tout se comporte de manière assez naturelle, sans à-coups, et assez performant. Ce que nous dit donc cette formation SAFE, hein, c'est que le train agile n'est constitué qu'à partir du moment où on arrive en storming. Ça veut dire que pardon, en norming. Donc ça veut dire que si une équipe se constitue, elle tombe dans le storming, donc avec des tensions, des problématiques de toutes sortes, bah là, même si vous dites que vous êtes un train et que vous faites des PI planning, etc., en réalité, vous n'êtes pas arrivé à ce stade-là. Vous n'êtes pas passé dans le norming, et donc le train n'est pas encore né en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, un agile release train, il n'apparaît qu'à partir du moment où l'équipe se constitue et qu'on est dans le norming. Et je dirais que dans mes expériences, hein, donc il y a des trains que j'ai mis en place et que donc j'ai essayé donc d'appliquer ces bons principes, mais il m'est arrivé d'aller dans des grosses sociétés qui ont des trains depuis 3-4 ans, qui se disent agiles, etc. Mais vous arrivez et vous voyez clairement que vous êtes ici. Et en fait, ouais, plusieurs choses vont l'expliquer. Donc, c'est des choses aussi qu'on va voir par la suite. Mais c'est très important. Si vous voyez aujourd'hui que votre train, vous avez des tensions, les gens n'arrivent pas à délivrer ce sur quoi ils se sont engagés, qu'il y a de la confrontation, etc., c'est qu'a priori, vous n'êtes pas réellement dans un train safe. Vous êtes dans une agglomération d'équipes
qui travaillent côte à côte et qui se synchronisent de temps en temps à travers un PI planning. Bon, les facteurs, les catégories d'erreurs à ne pas commettre, bien entendu, par catégorisation, vous allez avoir les facteurs humains, donc problème de recrutement, manque de compétences, d'expérience, de motivation, résistance au changement, des problématiques d'outils. C'est important de mettre en place, par exemple, du DevOps, par la philosophie, le mindset, l'outillage, des bons outils de suivi et l'automatisation, etc. Donc, ces choses-là, si elles ne sont pas présentes, forcément, votre dispositif ne fonctionnera pas bien. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi des dispositifs d'accompagnement. L'accompagnement, c'est très important. L'humain doit être au centre de ce genre de transformation. Donc, il faut s'assurer que la transformation, c'est pas seulement des coachs qui vont voir des équipes, c'est des coachs et c'est aussi une vision de management et c'est une vision RH de où on va amener les gens. Donc, il y a un dispositif d'accompagnement à mettre en place avec les sponsors, avec ceux qui mènent la transformation, mais aussi ceux qui accompagnent l'humain dans l'entreprise. Et aussi, donc, bien entendu, ceux qui ont les sous, qui financent donc, cette transformation. Et aussi, donc, une dernière catégorie, c'est le financement et le suivi du budget. C'est très important parce que quand on passe en agilité, on passe en mode capacitaire. Et en fait, beaucoup d'entreprises font semblant qu'elles sont capacitaires, mais en réalité, gèrent les budgets. Elles font des réunions de suivi budgétaire toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines. Ils appellent ça, oui, suivi du budget capacitaire, ce qui n'a aucun sens en fait. Hein. On ne suit pas un budget capacitaire. On suit une fois qu'on a dimensionné son dispositif, on l'optimise pour qu'il fonctionne bien. Et ce dispositif a un coût qui est déterminé en amont. Et éventuellement, on peut l'ajuster. Mais ça, c'est plutôt de l'opérationnel. C'est pas une gestion budgétaire. Et cette problématique elle est très importante parce que c'est un des facteurs les plus importants à mon sens qui font que en réalité on fait semblant de faire de l'agilité, mais en réalité on fait du WAGIL, du waterfall agile. Donc en réalité, on a des chefs on a des PO qui sont censés faire des choses en particulier, mais c'est des PO contrôlants. Ils viennent en délit non pas pour écouter ou répondre à des questions, mais pour contrôler, s'assurer d'où on est. On leur demande des comptes qu'on ne devrait pas leur demander puisque c'est l'équipe qui est responsabilisée. Donc du coup, ce genre de pratique fait que vous pouvez faire échouer votre transformation. Donc, chez Reactive, nous avons cartographié assez finement toutes les causes. Donc aujourd'hui, je ne vous les présenterai pas. Donc, mais je pourrais vous transmettre. Donc, à la fin, vous aurez mon email. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous transmettre donc toutes les problématiques qui peuvent impacter négativement une transformation. Donc, en amont de la transformation, pendant la transformation, et une fois donc qu'on est en vitesse de croisière, une fois que le coach est parti. Donc, j'ai quelques études de cas intéressantes. Donc, je vous présente 4 études de cas rapidement, et puis je pense qu'on va se prendre encore 5 minutes et on va passer aux questions. Donc, de toute façon, là, on va résumer ce que j'ai dit avant. Donc, le première étude de cas, c'est une entreprise qui ont croissance forte et qui ressent le besoin de changement. Parce que les process ne fonctionnent plus, les gens croulent sur les demandes, on n'arrive pas à avoir une vision, on n'arrive pas à planifier parce que c'est trop complexe. Et donc, la solution magique, c'est tout le monde fait de l'agilité à l'échelle, donc on fait du safe, faisons du safe. Donc, on amène un SPC, mais en fait, ce qui va se passer souvent dans ce genre, dans notre scénario, on a donc une culture forte du commande et contrôle. On a une volonté de passer à l'agile, donc tout en impactant le moins possible le fonctionnement de l'entreprise et les revues du budget. Donc en réalité, en fait, l'entreprise est en forte croissance, elle fonctionne très bien. On n'a pas besoin de l'agilité directement, mais par contre, on a besoin de montrer
on a besoin de changer, mais par contre, on va faire en sorte de changer, de changer en impactant le moins possible la manière dont on fonctionne. Donc, ce qui va se passer dans ce cadre-là, c'est que souvent, on va demander en fait au SPC de ne pas former les gens parce que, enfin, de faire la transformation, mais avec vraiment en lui donnant des injonctions contradictoires. Donc, tu vas devoir donc transformer, mais par contre, on ne peut pas faire les formations parce que les gens sont sous l'eau, ils n'ont pas le temps et le business doit continuer, etc. Donc, on ne forme pas. Euh, Tu veux voir les gens pour faire extraire les pain points, mais on l'a déjà fait ça, on l'a déjà fait, donc voilà la liste. Donc il ne faut pas que tu déranges les gens parce que voilà, ils sont déjà sous l'eau, ils vont voir encore une nouvelle tête arriver. Donc on peut pas, donc essaye donc de recueillir directement, enfin de regarder directement notre tableau qu'on a déjà produit. Et en fait, on demande donc du coup, oui, bah c'est compliqué de faire tout changer d'un coup. Donc ce qu'on veut, c'est que tu nous proposes des quick wins. Donc, en réalité, en fait, avec cette façon de faire, on ne fait pas en fait on met pas en place les bonnes pratiques, on forme pas les personnes. On essaye donc, soi-disant, pour gagner un peu de temps sur leur mode de fonctionnement, de ne pas les déranger. Mais au final, en fait, tout ce qu'on fait avec ce genre de transformation, c'est enfin, c'est augmenter le désordre dans quelque chose qui est déjà très perturbé, enfin, dans une DSI qui fonctionne mal, et on vient mettre en plus quelque chose qui peut être complexe par-dessus, mettre du safe, et le résultat en fait est contre-productif parce qu'on se retrouve avec des gens qui ont peur de cette nouveauté, ils vont continuer à travailler avec les pratiques d'avant, et en plus ils vont rajouter les nouvelles pratiques, donc ça veut dire que ça va être de double en réunion, le double de pratiques. Et au final, bah, on va dépenser des fortunes dans la transformation sans que ça ait sans que ça ait des effets. Donc ça, c'est important. Si vous faites une transformation, il faut se poser les bonnes questions sur est-ce que c'est le bon moment par rapport au business? Est-ce qu'on a les moyens d'y aller? Est-ce qu'on a la volonté d'y aller? Est-ce que on comprend que le rôle des managers va changer? Et voilà. Donc, si on y va, c'est un choix conscient et validé de l'entreprise. Le deuxième cas de figure, c'est la résistance au changement. Résistance et peur de changement. Donc, et ça, c'est aussi un problème que j'ai rencontré dans les transformations que j'ai faites. Et c'est un des sujets que les coachs doivent avoir en tête quand ils travaillent sur une transformation. Parce que ce qui va se passer, c'est que donc là, dans la scénarisation que je décris ici, tout se passe bien. Donc on a des objectifs clairs, on a les moyens mis sur la table, on forme les gens, mais certains collaborateurs sont réfractaires. Ils veulent pas. Pourquoi on veut changer? Ça fonctionnait bien avant. Ou quelquefois, c'est peur de perdre mon pouvoir. Oui, mais qui va décider des embauches? Qui va être responsable de ceci? Qui va être responsable de cela? Et en fait, ces personnes-là, en fait, elles sont réfractaires et elles refusent de rentrer en fait dans cette transformation. Ce qui en soi n'est pas un problème. Les coachs sont formés, les coachs et Scrum Masters sont formés pour détecter ces personnes-là, se rapprocher d'elles, discuter pour essayer de trouver des solutions. Et normalement, à partir de là, en fait, on a deux scénarios possibles. Soit on arrive à embarquer la personne et donc c'est un des acteurs positifs de cette transformation. Soit si la personne reste réfractaire pour des raisons soit obscures, soit parce qu'elle a peur de perdre le pouvoir, etc. Là, en fait, il faut bien faire attention que euh, ce type de personne peut devenir un danger parce qu'en fait, dans une transformation, vous allez forcément avoir des hauts et des bas. C'est-à-dire que de temps en temps, vous allez avoir des grandes crises et à ce moment-là, donc, il y a deux façons de faire. C'est soit on se mobilise tous, on essaye de résoudre, soit on cherche les coupables. Mais en fait, personne ne cherche les coupables tant que personne ne commence à essayer de pointer le doigt dans cette direction. Et souvent, ces genres de personnes réfractaires, et c'est ce que j'ai vécu dans le passé, puisque j'avais ce genre de personnes
dans les trains que j'ai pu mettre en place. J'ai essayé de les accompagner, et puis finalement, bah, ils voulaient pas, donc ils restaient quand même dans le dispositif. Et au final, c'était c'est un facteur de risque pour moi si on ne traite pas convenablement le sujet. Donc, moi, ce que je préconise dans ce cas de figure, hein, c'est que si au niveau coaching, on n'arrive pas à gérer le sujet, il faut le remonter au management pour que le management trouve des alternatives, peut-être de mobilité interne, peut-être de faire monter la personne en responsabilité ou autre. Mais voilà, si on ne peut pas la rentrer dans le process, dans la transformation, il faut voir ce qui est au mieux pour que la personne éventuellement puisse s'épanouir dans d'autres configurations. Mauvais recrutement du SPC, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est très important. Un SPC doit être quelqu'un qui sait de quoi on parle. On fait de l'informatique, on ne fait pas de l'agilité, on ne fait pas que l'agilité. C'est pas un coach agile, c'est pas un manager. C'est quelqu'un qui a une vision large, qui maîtrise très bien l'agilité, qui comprend les process d'ingénierie, les process de DevOps, de testing, les process de budgétisation, parce qu'il faut parler avec le reste de l'entreprise, etc. Donc toute la complexité. Et donc, si vous mettez une personne qui n'a pas les épaules pour transformer 120 personnes, bah, votre transformation risque de planter. Voilà. Et le dernier, c'est le collectif ne se crée pas. Donc le collectif ne se crée pas. Ça veut dire en fait que vous allez avoir un ensemble d'équipes qui vont travailler les unes à côté des autres. Le collectif ne se crée pas en fait, c'est à raccrocher à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on reste en fait dans le storming pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. On a l'impression de travailler en agile, mais en réalité on ne travaille pas en agile. Et enfin en agile ou en agilité à l'échelle. Et ce collectif ne se créera jamais. Et en fait, ce qui est important de comprendre ici, c'est que pour avoir ce collectif qui se crée, en fait, on a 2 rôles dédiés qui sont censés euh, coacher le dispositif, en plus des coachs et du SPC. Vous allez avoir les Scrum Masters qui sont formés justement. Donc dans le cours Safe Scrum Master, vous avez une partie qui est dédiée justement à ça, à comment on détecte qu'une équipe est au storming et qu'est-ce qu'on fait pour en sortir. Donc les Scrum Masters savent faire ça. Scrum Masters formés comme des Scrum Masters safe, plutôt avec le côté systémique, savent traiter ce sujet. Et le RTE, bien entendu, qui doit avoir donc cette même vision au niveau global, au niveau de son train. Donc ça, c'est très important. Donc le casting des accompagnateurs, Scrum Master, RTE, après coach SPC, est important. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a toute une myriade de cas que nous avons recensés chez Reactive. Ça, je pourrais vous le partager. Et pour finir, donc après, on n'aura plus que 5 minutes pour échanger au niveau des questions, mais si vous êtes dans un train aujourd'hui et que si vous identifiez un seul de ces patterns, un seul de ces problématiques, je pense qu'il serait bien avisé de marquer un point d'arrêt euh, et peut-être de, de vous rapprocher euh, d'un expert, un peu comme éventuellement ce que nous faisons chez Reactive, par exemple, de venir faire un diagnostic, un audit et éventuellement un plan de reprise de contrôle donc, du dispositif. Hein. Donc, soit la culture d'entreprise rentre en conflit avec la transformation. Là, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Hein. La culture d'entreprise, c'est ce qui va primer au plus haut point. Donc, il faut, et donc les coachs, c'est un faux problème parce que si vous êtes bien accompagné, un coach saura comment amener comment accompagner la transformation donc, de la culture d'entreprise pour aller vers l'agilité et l'agilité à l'échelle. La résistance au changement, si vous en avez, donc c'était le cas numéro 4 que je vous ai présenté juste avant, euh, c'est en fait un échec en sursis. Hein, donc, c'est que même si vous vous lancez de force dedans, parce que le management a décidé, il y a un moment où si les gens ne jouent pas complètement le rôle, ou si vous avez des agents perturbateurs, entre guillemets, des gens qui ne veulent vraiment pas s'y inscrire dans ces transformations-là,
le risque est important que ça figure. Donc, le top management pas impliqué, donc pas de sponsorship, changement trop radical aussi, donc ça c'est un petit peu à rapprocher de la culture d'entreprise. Le client interne qui ne s'implique pas. Client interne, c'est les stakeholders. Si vous, tout dépend de la chaîne de valeur sur laquelle vous travaillez, mais voilà, c'est les différents métiers qui vont être servis par votre dispositif et on met en place ce dispositif à leur service. Donc, souvent, si on ne met pas le bon dispositif en place, ils se rendent compte trop tard que finalement, ce qu'on sort ne répond pas tout à fait à leurs besoins. Et il y a toujours un moment, donc c'est souvent le moment où on lance l'audit dont je vous parlais tout à l'heure, hein, où du coup, là, on va ramener les clients internes pour qu'ils puissent s'impliquer aussi dans les trains. Besoin d'indépendance trop fort des équipes. Ok, amélioration continue et les objectifs ne sont pas mesurés. Enfin, s'il y a une problématique d'amélioration continue et qu'on ne mesure pas ça c'est très important parce qu'en fait, c'est justement à partir du moment où on sort du norming pour aller vers pardon, on sort du storming, pardon, vers le norming, c'est là en fait où on rentre dans une boucle vertueuse d'amélioration continue. Mais par contre, on peut essayer de faire de l'amélioration continue en storming, hein. C'est souvent ce qui se passe. Les équipes, elles passent jamais en norming, elles restent en storming, mais comme elles savent qu'il faut faire de l'amélioration continue, elles font des rétros, mais les rétros n'aboutissent à rien. Les équipes finissent toujours souvent par vouloir abandonner ces rétros. Voilà. Et j'ai fini. Donc, si vous avez des questions, bon, vous avez mon email. Donc, si vous êtes intéressé par avoir le support. Et donc, je voulais juste vous dire une dernière chose, hein. Donc, on fait donc chez Reactive, on fait des meet-ups réguliers. Donc, si jamais ça vous intéresse sur ces sujets-là, au sujet d'innovation, au sujet d'agilité ou d'excellence technique, n'hésitez pas à vous inscrire, hein. Envoyez-moi un mail et puis on s'inscrira. Et sinon, vous pouvez nous rencontrer dans différentes conférences, hein, auxquelles on participe, ou quelquefois qu'on sponsorise, comme Agile en Seine, Agile en Méditerranée, Techninov, DevOpsCon et d'autres conférences. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas si les sujets vous intéressent et vous voulez discuter avec nous. Ce sera avec grand plaisir. Alors, Merci des Pierre. questions. Je me permets juste d'intervenir le temps que tu reprennes ton souffle et que tu puisses lire les questions. Je te les ai toutes transférées. Ah, merci. Et en attendant, comme je le disais au début, le replay sera disponible sur notre site mal-du6academy.com. Si certains sont intéressés aussi par partager leurs connaissances, vous avez une section speaker sur le site. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour terminer, oui, n'hésite pas, Pierre, je te laisse regarder les questions et y répondre. Très bien. OK. Donc alors, première question de Pierre Villemur. On parle beaucoup de business analyst. Est-ce un rôle dans le framework SAFe? Oui, le business analyst, c'est un rôle, pas un des rôles qui est théorisé dans le PO, Scrum Master et les équipes. Mais en fait, les équipes cross-fonctionnelles, en fait, on mobilise toutes les compétences et tous les rôles dont l'équipe a besoin pour remplir ses tâches. Et les business analysts sont un des sachants, un des rôles de sachants ou d'experts à l'intérieur de ces équipes. Donc oui, le business analyst a un rôle et souvent ils viennent seconder les PO. Voilà. Donc, question de David Soubest. SPC, pardon, j'ai pas défini. J'en suis désolé. Je pensais que j'ai fait l'hypothèse que tout le monde connaissait l'agilité à l'échelle et puis SAFe. Le SPC, c'est le SAFe Programme Consultant. En fait, dans SAFe, vous avez plusieurs rôles. Donc, le RTE, c'est une sorte de Chief Scrum Master. Vous allez avoir les Scrum Masters, les PM, avec la vision globale de ce qu'on va faire, comment, avec quels moyens, qui va être le content authority du train. Et vous allez avoir un rôle d'accompagnateur, donc un SPC, donc c'est le Safe Programme Consultant, c'est un consultant donc habilité par Safe de
de former les gens, de mettre en place un train agile, d'accompagner et de rendre efficace le dispositif. Donc, si vous voulez lancer un train, vous devez toujours commencer par faire venir un SPC, donc un Safe Program Consultant, qui va venir prendre connaissance de vos pratiques, de vos difficultés, et qui va définir une cible, une trajectoire, et puis discuter avec les décisionnaires. Alors, prochaine question. Comment fait-on pour faire passer en norming des structures qui sont bloquées en storming? Très intéressant. Donc, en fait, tout est prévu dans le framework, hein, donc, puisqu'on sait qu'on est obligé d'y passer. Et en fait, il y a deux rôles en particulier dont la mission est d'extraire les équipes du storming vers le norming. Et c'est principalement les rôles de Scrum Master et de RTE. Et donc, il faut faire attention à ne pas avoir un mauvais casting sur ces deux rôles-là, parce que il ne faut surtout pas prendre des Scrum Masters en interne dans un premier temps. C'est-à-dire qu'en fait, les Scrum Masters, vous pouvez les prendre une fois que vos trains sont en place, que le rôle est bien compris, etc. Vous pouvez aller chercher un bon développeur qui peut jouer ce rôle. Mais vous avez besoin, quand vous êtes dans la phase de mise en place du train, d'avoir des gens qui ont des Scrum Masters professionnels, quoi, des gens qui savent exactement identifier les différents patterns des problématiques, et ils savent en face quelles sont les actions à mettre en place pour accompagner l'équipe justement à faire cette transition. Donc le RTE a cette vision globale, transverse, et doit accompagner tout le dispositif, et les Scrum Masters sont l'extension du RTE. Donc c'est pour ça que le RTO on l'appelle le Chief Scrum Master, et donc il va nous permettre d'avoir donc de mettre en place les bonnes actions pour transiter vers le norming. Ok, peut-on se transformer en diminuant les coûts IT et en envoyant ces coûts comme des ou en voyant ces coûts comme des coûts de fonctionnement et non des coûts de fonctionnement? Ah, attendez, c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre la question. Je vous la mets ici. Alors, peut-on se transformer en diminuant les coûts IT ou en voyant ces coûts comme des coûts de fonctionnement et non des coûts de fonctionnement? Désolé, si la personne qui a posé cette question veut bien me la reformuler. Je la comprends pas, je suis désolé. Voilà, donc Je crois qu'il y a une dernière question, Pierre, ah, côté chat, qui dit: est-ce que mettre en place des KPI pour optimiser les équipes, car je ne vois pas de proposition dans Safe, est-ce que cela veut dire ah, réduire le coût de l'IT? Je ne sais pas si tu la vois. euh, alors, les KPI, oui, tout à fait. Martial, très bien. Euh, oui, donc en fait, tout à l'heure j'en ai parlé rapidement, mais c'est vrai que là aujourd'hui on est un petit peu dans l'antivision, c'est-à-dire que je n'ai pas parlé des bonnes pratiques, j'ai parlé des pratiques à éviter. Tout à l'heure j'ai bien dit que ce qu'il faut dans les bonnes pratiques, il faut mesurer ce qu'on fait et définir ses objectifs par rapport à ses KPI. Donc il faut mettre en place des KPI, il faut toujours mesurer en fait, il faut définir des OKR en fait, hein. Quels sont les objectifs qu'on veut atteindre et comment on les atteint, et à partir de là, donc définir des plans d'action pour y aller. Et ça, c'est le rôle avant tout des coachs d'accompagner, et former le dispositif. Et c'est très important d'avoir ces KPI en place. Et ils serviront justement donc à optimiser le fonctionnement des équipes. Merci, Pierre, pour tes réponses. Merci de votre attention. Et n'hésitez pas donc à m'écrire si vous avez des questions. Je suis à votre disposition. Merci Entendu. et bonne journée. Un grand merci à tous pour votre Merci. participation aussi. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir.